Mon cher ami, je viens de lire le texte écrit par Alain Savoyant, qui porte sur l'émergence de la professionnalité des infirmières. Quelles sont ses conclusions? Insistant sur l'importance du maillage formation théorique-formation stage, et du sens qui en découle, il va démontrer que devenir une infirmière nécessite l'intégration de savoirs théoriques, mais aussi l'appropriation et l'adoption des critères de performance du métier, par le biais des savoirs de référence des procédures ou des activités, uniquement accessibles en stage. C'est dans cette alternance, qui se doit d'être réflexive, que va se construire, grâce à l'acquisition de compétences spécifiques, l'identité professionnelle infirmière. Quelles sont ses méthodes d'analyse? Alain Savoyant se sert de l'éclairage de la psychologie cognitive et de la didactique professionnelle. Une fois repérés les savoirs et compétences, les inférences créées par son interprétation de la tâche prescrite vont amener l'agent à la transformer en activité. De quels savoirs et compétences les infirmières ont-elles besoin? L'activité infirmière relève avant tout d'une praxis. Elle s'articule autour de 3 dimensions, techniques, relationnelles et organisationnelles. Les procédures d'exécution des activités sont fondées sur des savoirs biomédicaux. Si ces savoirs sont bien répertoriés, en revanche il est plus difficile de mettre en exergue ceux, caractéristiques de la pratique, mis en œuvre par les infirmières dans leurs activités. Mais comment faire émerger ces savoirs? Après les avoir suivis pendant leur travail, il les a interviewés sur la façon dont les 2 activités principales du métier sont mises en œuvre afin d'en faire émerger les invariants. Aussi bien dans la planification que dans l'exécution des soins, leur récit démontre l'importance de la référence aux savoirs biomédicaux qui participent au sens de l'activité. Ils permettent la justification, la vérification et l'anticipation des prescriptions médicales, les réponses aux questions des patients et des familles sur leur traitement ou la démarche thérapeutique, par exemple. Cela ne me dit pas comment on peut faire émerger ces savoirs afin de les transmettre aux étudiants ou faire progresser la pratique collective. Par des échanges collectifs, un travail d'équipe visant à répertorier, formuler et rendre disponibles les savoirs propres à une unité sous une forme appropriée. Il resterait à trouver comment le mettre en œuvre pour renforcer l'identité spécifique de chaque unité de soins. Le deuxième travail qui pourrait avoir lieu concerne l'exécution des soins et les différends opposant parfois les instituts de formation et les travailleurs. Un dialogue et des groupes de travail réunissant les deux permettraient, dans un premier temps, de rappeler les savoirs de référence fondant les procédures et de réfléchir ensemble sur leur opérationnalisation. Oui, mais ça c'est la partie technique. Qu'en est-il de l'activité relationnelle? Les soignants lui accordent une grande importance. La relation à l'autre se fait dans le cadre du soin, ce qui demande une gestion du stress maîtrisée pour que la qualité de celui-ci en soit améliorée. Mais si c'est à une personne comme une autre à qui l'on s'adresse, celle-ci a comme particularité de vivre avec une maladie. Une autre de ses caractéristiques est de relever du rôle propre de l'infirmière, ce qui lui octroie une autonomie dans ce domaine. Elle est aussi singulière, puisqu'à chaque relation se jouent des choses différentes, qui relèvent de la personnalité de l'infirmière, mais aussi de celle du patient. On ne peut donc pas la modéliser. Tu m'as parlé tout à l'heure de la dimension organisationnelle. Oui. Et s'il y a une compétence essentielle, c'est bien la hiérarchisation des priorités. En effet, une infirmière doit s'occuper de plusieurs patients et dans une unité de soins plusieurs infirmières doivent coordonner leurs actions. Les informations s'obtiennent par le biais de staff, mais aussi dans les dossiers de soins. L'organisation du travail se fait de manière collective, selon un principe d'équité, pour ce qui concerne la répartition des patients. De nombreux échanges informels entre les infirmières, mais aussi avec les autres professionnels, viennent ponctuer la prise en charge des patients. C'est l'origine d'une désorganisation dans l'enchaînement des activités qui, si elle n'est pas contrôlée, va aboutir à la non-réalisation de certains soins. On sait aujourd'hui que des connaissances et des compétences s'acquièrent dans les situations de travail. Comment se fait leur transmission? Il y a plusieurs possibilités. La plus fréquente est ce que l'on appelle une situation didactique de tutorat. Elle se fait en binôme, selon la disponibilité de l'infirmière ou de la cadre. Les plus motivées ne sont pas les plus anciennes, mais des infirmières plus jeunes. Pour l'auteur, il semble que ce soit celles participant à des groupes de travail institutionnels qui soient à même de mieux former les étudiants ou leurs collègues nouvellement diplômés. La distance prise par rapport à leur pratique, par l'élaboration des procédures leur permettrait de mieux les expliciter. Alors que l'autonomisation de leur activité rend la décomposition des gestes difficiles, une formation au tutorat compléterait l'apprendre à montrer. L'apprentissage se fait auprès de personnes ayant un nombre de compétences déjà acquis lors des formations à l'IFSI. La deuxième concerne les situations non didactiques.
Il s'agit de l'apprentissage qui s'effectue lors des activités, mais de façon non organisée. C'est là qu'on retrouve les compétences relationnelles. Le rôle du collectif est primordial dans les transmissions de savoir, la place du médecin varie d'une unité à l'autre. La situation de travail ne sera formatrice que s'il y a une activité réflexive sur leur activité, issue d'une démarche personnelle ou pas. La possibilité de travailler dans de bonnes conditions matérielles joue aussi un rôle dans le processus. Enfin, les situations adidactiques sont celles où l'on apprend dès qu'on le peut sans aucune préméditation. Il est important de préciser que la finalité des soins est productive avant d'être à visée formative. Oui, bien sûr. Donc si je comprends bien, pour s'insérer dans un lieu professionnel, il est nécessaire de s'en approprier des savoirs et des compétences mais également les normes et les valeurs. Oui, une élève qui devient infirmière va passer d'un système d'évaluation avec des critères professionnels et cela va l'aider dans son positionnement alors qu'une jeune infirmière diplômée va se référer aux critères plus scolaires afin d'apprendre tout ce qui est nécessaire pour sa pratique. C'est dans la rupture en termes de responsabilité que va commencer son autonomie. D'autres éléments vont avoir de l'importance dans sa professionnalisation telle que son accueil dans l'unité et sa capacité d'adaptation. Si je te demandais de définir ce qui fait une bonne professionnelle. Alain Savoyant a dégagé 4 thèmes. Être une bonne technicienne et, je dis bien, être bonne dans la relation avec le patient, ce qui nécessite de maîtriser son stress. Prendre de la distance avec le patient, car une implication trop grande est source de souffrance. Le collectif est une source de régulation importante. La gestion des priorités est donc une organisation efficace. Enfin, savoir élargir son champ de travail, surtout si l'on veut aller vers une fonction cadre. Et l'avenir ? Il s'annonce marqué par la promotion de la sécurité et de la qualité. Cela provoque une procéduralisation et risque de confiner les infirmières à des rôles d'exécutantes, perdant ainsi leur part d'autonomie. C'est source d'inquiétude et de démotivation. Merci Isabelle de tes explications. À bientôt.